Je n'ai toujours pas trouvé d'explication. Pourquoi c'est le cerveau droit qui pilote l'hémicorps gauche et inversement? Pourquoi ça croise? Alors, c'est une question que je me pose en permanence et que j'en parle à mes étudiants. Peut-être, je ne sais pas, peut-être que Yves Coppens aura peut-être aussi des idées. Personnellement, je n'ai jamais lu ou vu ou même des hypothèses en ce qui me concerne. Non, je ne peux pas répondre. Vous avez parlé des neurones comme agents de communication. Avez-vous une notion de la constitution de ces neurones, c'est-à-dire si ce sont des corps ou des corps matériels, excusez, ou des ions, des choses, des particules électriques qui transmettent? Oui. Alors en fait, le neurone est une cellule. Le neurone, donc, a tout l'équipement habituel de la cellule avec son corps cellulaire, son noyau. Je l'ai montré tout à l'heure dans la diapositive. Mais c'est une cellule particulière puisque cette cellule va effectivement communiquer. Alors pour cela, tout simplement, son équipement, c'est une véritable usine que vous voyez ici sous vos yeux, avec l'équipement énergétique, la centrale nucléaire qu'on appelle la mitochondrie, avec les usines ici comme les toits alignés les uns à côté des autres, qu'on appelle nous le réticulum endoplasmique, et qui sécrètent le contenu de la cellule. Ce contenu, c'est le messager, c'est le neurotransmetteur, et vous avez bien raison de poser cette question. Il n'est pas possible de parler du cerveau sans parler des neurotransmetteurs, évidemment. Ces neurotransmetteurs sont encapsulés dans des petites granules que vous voyez ici, et qui, arrivés au bout, donc là on arrive au bout, ici, va être libéré pour atteindre le neurone suivant ou le muscle suivant, par exemple. Et là, il va avoir son action en excitant ou en bloquant le neurone suivant ou le muscle suivant. Voilà. Donc c'est comme ça que ça marche. Mais entre-temps, pourquoi ça a été libéré? C'est parce qu'il y a eu un influx nerveux qui a émergé au début de l'axone, ici. Et pourquoi l'influx nerveux a émergé? C'est parce qu'au départ, ce neurone a été influencé par des milliers de neurones. Et certains l'ont activé, les autres l'ont inhibé. L'intégration, c'est la somme de tout ça. Et qui vous dit, maintenant, il faut que j'y aille, j'ai vraiment été excité, il faut que j'y aille. Et à ce moment-là, vous avez le cône d'émergence, c'est l'origine de l'axone, qui envoie un signal électrique, une inversion en fait ionique, et qu'on appelle le potentiel d'action, et qui va alors passer de proche en proche ou sauter de gaine de myéline en gaine de myéline pour arriver au bout, là-bas, où il y a la synapse, justement, le petit bouton que j'ai mis à droite et qui transmet l'information à ce moment-là. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à votre question. Donc il y a bien une transmission électrique par le biais du potentiel d'action. Présenté, vous êtes vous-même chercheur. Oui, je suis le docteur Benabid. Je parlais demain après-midi de la maladie de Parkinson et d'autres utilisations de la stimulation électrique. Mais pour répondre à la question de pourquoi a-t-on un croisement, je crois que c'est parce qu'en fait, on a un cristallin. Et que ce cristallin inverse l'image et que quand je bouge ma main droite, ce sont mes deux hémérétines gauches qui le reçoivent et que c'est mon cerveau gauche qui le reçoit. Et ensuite, si ce cerveau gauche veut commander les mouvements de ma main droite, il est bien obligé de recroiser l'information et donner la motricité. Également croisant, j'ai reçu l'information à cause de ce cristallin, je suis bien obligé de compenser ça. Ce qui se retrouve d'ailleurs dans les aires de projection occipitale que vous avez montrées très rapidement, où le haut est en fait projeté sur le bas de la scissure calcarine et le bas est représenté et se projette sur la partie haute de la scissure calcarine. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a entraîné le croisement de toutes les autres voies qui n'ont pas un rapport absolument direct, comme la sensibilité, par exemple, voire même dans l'audition, même si c'est partiel. Donc c'est assez. Alors, je crois que certains poissons, justement, qui ont une vision latérale et qui n'ont pas ce problème-là, parce que quand ils bougent la nageoire gauche, c'est toujours du même côté, n'ont pas forcément le même croisement. Mais je crois qu'il y a un moment où ce croisement apparaît, ça correspond justement à la mise en correspondance de la perception visuelle, qui est obligatoirement croisée du fait des yeux tels que nous les avons, avec une lentille, et le retour moteur dans le bon sens. Oui, bonjour, merci pour cette démonstration. Je suis joueur de dames et joueur d'échecs et numéro 1 mondial au jeu de dames. Donc je fais des compétitions de ce jeu. Bravo. Et le problème que je rencontre, du moins par rapport à certains de la Fédération française des échecs, c'est qu'on voit des jeunes de 7-8 ans jouer contre des messieurs de 40... Excusez-moi, oui. Jouer contre des messieurs de 40-45 ans.
Et je vois qu'il y a beaucoup de gens maintenant, de jeunes, qui ont des tics ou des trucs comme ça. Alors, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est dangereux ou est-ce qu'il n'y a pas de problème? Finalement, c'est un peu aux joueurs d'échecs de définir un petit peu leurs règles de fonctionnement. Mais je ne suis pas sûr non plus que des enfants de très haut niveau aux échecs, même s'ils jouent entre eux, n'auraient pas les mêmes tics. Donc, votre question est un peu particulière quand même. Enfin, elle n'est pas inintéressante parce qu'il s'avère qu'il y a une catégorie quand même d'enfants qui se focalisent énormément sur des activités, notamment à travers de l'informatique, de jeux informatiques, et qui ne sont plus dans le flux normal, ou du moins habituel, de la vie d'un enfant normal, et qui peut conduire à des troubles du sommeil, à des troubles même de la scolarité, etc., en s'isolant de comportement, voire épileptiques, s'ils étaient déjà épileptiques, et donc ça sensibilise encore plus que les écrans scintillent, enfin, ce qui est moins le cas avec les écrans plats maintenant. C'est écrit sur les notices des jeux vidéo. Tout à fait, oui. Alors il faudrait peut-être que nous expliquiez pourquoi, d'ailleurs. Simplement, c'est qu'il existe des rythmes cérébraux, et qu'il y a une possibilité d'entraînement des rythmes cérébraux par stimulation lumineuse intermittente, ce qui est effectivement utilisé avec des stroboscopes lorsqu'on fait un enregistrement électroencéphalographique. Et pour essayer de sensibiliser l'enregistrement, on va provoquer des flashs à une fréquence très particulière pour voir si ce qu'on enregistre est accéléré, va être entraîné par ces stimulations lumineuses. Et chez le sujet qui est prédisposé et qui est épileptique, effectivement, on peut voir apparaître à ce moment des anomalies électroencéphalographiques. Et c'est pour ça qu'il est interdit d'utiliser des stroboscopes de manière prolongée dans les soirées, etc. Je crois que même il y a des règles, je crois même qu'il y a une législation là-dessus, je ne sais pas. Donc c'est très déconseillé. Et comme les écrans cathodiques eux-mêmes, on présente des images entrelacées, il y a une trame sur deux qui passe, donc il y a des effets de scintillement. Il faut bien régler ces écrans d'ailleurs. Il y a eu des cas, effectivement, de crise d'épilepsie déclenchées par des écrans. Je pense qu'avec les écrans plats, où là c'est plus progressif, normalement les dangers devraient être moins importants, je suppose. Dominique Leglu. J'aimerais poser 2 questions. J'ai cru comprendre dans votre exposé, vous disiez qu'il y a plusieurs sortes de neurones. Il y aurait des gros neurones et puis des plus petits. Alors, est-ce qu'on sait combien il y a de neurones spécialisés? Et en fait, comment se crée cette spécialisation? C'est le groupe de neurones qui crée la spécialisation ou c'est le neurone qui crée le groupe? Ça, c'est ma première question. Et l'autre, c'est à propos de la migration des neurones. Dans le cerveau donc, du fœtus, où c'est qu'ils sont en train de pousser, ces neurones, et qu'est-ce qui leur permet de savoir où ils doivent aller? C'est une question très, très complexe. Globalement, alors malheureusement, je n'ai pas le tube neural ici en coupe, mais les neuroblastes qui sont à l'origine, ils sont très internes, et c'est uniquement au niveau des futurs hémisphères, de toute façon. Ce n'est pas au niveau de la moelle ni du tronc cérébral. Et il existe une prolifération cellulaire, c'est le seul moment de la vie, c'est la période embryologique où il y a une prolifération cellulaire absolument majeure. Et après, c'est un suicide collectif qu'on va avoir, ce qu'on appelle l'apoptose. C'est-à-dire qu'on commence par produire beaucoup de neurones, les neurones commencent à s'organiser, et tous ceux qui seront inefficaces doivent disparaître. On n'a pas le droit à avoir des neurones dont leur évolution n'est pas optimum. Donc, ils vont disparaître. C'est l'apoptose, c'est un véritable suicide. Ils vont disparaître. Alors, ça, c'est le premier point. Pourquoi est-ce qu'ils vont migrer? Alors ça, je pense, c'est assez compliqué. Je ne pense pas être le plus compétent pour répondre. Il y a de très nombreux facteurs qui sont étudiés. Il y a plein de labos de recherche qui travaillent là-dessus et qui montrent comment tous ces facteurs chimiques qui, déjà, au niveau de l'embryon, vont influencer les populations de neurones, car c'est tout le développement de l'embryon. C'est comment est-ce qu'à partir de 4, 8 cellules identiques, les différents stades de l'embryon, blastomère, etc., 16 cellules, 32, etc., comment tout d'un coup, à partir de toutes ces cellules identiques, on se retrouve avec des cellules musculaires, des cellules, l'épithélium, la peau, les cheveux, tout ce que vous voulez, alors qu'au départ, il y avait les mêmes cellules. Parce qu'elles ont toutes le même potentiel, elles ont toutes le même patrimoine génétique, mais il y a des facteurs biochimiques qui viennent influencer le développement et qui font qu'elles vont ensuite dériver vers tel ou tel type de cellules. Et c'est les anomalies de ces influences-là qui vont faire qu'après, on pourra avoir des malformations, entre autres. Voilà. L'autre question, les types de neurones.
là, c'est pas bon, je vais faire rapidement, mais peut-être que tu auras peut-être des choses à compléter. Il a son micro, je pense qu'il a envie de compléter. Voilà. Parce que la question est tellement vaste que c'est très difficile de synthétiser. Mais les types de neurones, oui, il y a des neurones moteurs, des neurones sensitifs. Donc les motoneurones sont très particuliers, ils sont assez gros, j'en ai montré tout à l'heure. Il y a des interneurones, il y a des neurones qui ont des activités rythmiques. Il y a des neurones qui sont de véritables pacemakers dans le cerveau. Il y a même des horloges biologiques avec ces pacemakers, notamment on sait que dans le striatum, il y a des régions qui sont importantes dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, ces activités cycliques nous aident à percevoir le temps, parce que là aussi, toutes ces réalités que vous avez, les images, le temps, qu'est-ce que c'est? C'est intangible à la limite. On ne voit que ce qu'on peut voir avec le filtre même de nos organes et on voit très bien entre un animal, tel animal, la vision, par exemple, n'est pas du tout la même. Certains voient dans l'infrarouge, les autres voient différemment. Donc, voilà, il y a beaucoup de neurones, et ces neurones se sont agencés en fonction de cette évolution qui commence dès la période embryologique. Et c'est la fonction, quand même, qui a un rôle tout à fait fondamental dans cette évolution. Enfin, peut-être... Je voulais juste peut-être un petit peu compléter. Il y a deux aspects dans la spécialisation d'un neurone. D'abord, il y a des neurones qui vont avoir des neuromédiateurs particuliers. Qui vont avoir des neuromédiateurs particuliers, d'autres qui vont avoir des comportements particuliers. Mais le neurone va aussi traiter des informations particulières. Et ça, c'est sa deuxième spécialisation, c'est que ça va dépendre aussi des afférences de ce neurone. S'il y a des afférences visuelles, il va traiter de la vision. S'il n'en a pas, de temps en temps, il va traiter autre chose. Par exemple, chez les aveugles, on sait que les neurones de l'aire visuelle vont traiter d'autres informations, comme par exemple le sens du toucher pour la lecture en braille. C'est donc la plasticité neuronale, en fait. Et là, on aborde la plasticité neuronale. Quelques mots sur ce qui anime finalement chacune de ces cellules. En fait, je fais un peu référence aux cellules myocardiques, les pompes à sodium, à potassium. Qu'est-ce qui anime? Quel est le moteur et le carburant de chacun de ces neurones? Pourquoi il vit? Pourquoi il bouge comme ça? Et pourquoi il commande, il informe chimiquement, électriquement? Physiologiste. Je pense que d'abord, un neurone n'informe pas. Un neurone, ça va intégrer un certain nombre de signaux et ça va réémettre quelque chose ou pas en fonction de son état aussi. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne un peu comme les cellules myocardiques. Vous savez que la nature réutilise toujours les mêmes systèmes, c'est beaucoup plus simple. Donc il a aussi des canaux, il a aussi des récepteurs, un petit peu comme les cellules myocardiques. Simplement, ils sont agencés un petit peu différemment. Certains canaux vont se retrouver dans certains espaces seulement de la cellule, d'autres dans d'autres. Par exemple, on a parlé de la partie initiale de l'axone qui va être la partie qui va permettre d'émettre le premier potentiel d'action. Il y a une quantité de canaux sodiques voltage dépendants dans cette région qui est extrêmement importante et c'est ce qui va permettre l'émission du potentiel d'action qui va ensuite parcourir tout le reste de la membrane de l'axone. Je dirais que c'est une cellule tout à fait normale a priori. Elle a une grosse spécialisation, enfin une grosse particularité, c'est que c'est une cellule qui a plein de membranes. Le challenge du neurone, en fait, ce sont ces membranes, c'est d'arriver à maintenir toutes ces membranes intactes. Pour vous donner quand même une petite idée, si on a un neurone qui est au niveau de la moelle pour aller informer un muscle au niveau du pied, vous vous rendez compte qu'il y a quand même un gros trajet à faire pour l'axone. Il va falloir maintenir toutes ces membranes intactes. Et je pense que c'est sans doute là le challenge que je mettrais le plus important pour le neurone parmi tous les autres. Oui, parce qu'en réalité, c'est vrai que tous les dispositifs, dont de très nombreux sont dans les membranes, sont excessivement importants pour la fonction du neurone. Donc, c'est des sorties d'ions, du calcium, par exemple, qui va sortir, et qui font qu'il va fonctionner en fonction de cet équipement. Donc, l'équipement donne la fonction. Mais pourquoi l'équipement fonctionne toujours? Parce qu'à la limite, on peut voir l'équipement, mais ça peut s'arrêter. Et c'est là où je crois effectivement que les afférences et que c'est les circuits en fait qui entretiennent tout cela. Et c'est pour ça qu'il y a une plasticité neuronale, c'est pour ça qu'on doit entretenir son cerveau, qu'on doit se stimuler, parce que c'est ce qui va, je pense, donner le meilleur du neurone, sa trophicité. Et on sait très bien que des neurones qui sont interrompus de leurs afférences, ce sont des neurones qui vont aller très mal. C'est tout à fait connu. Donc je crois que c'est dans cette optique qu'il faut le voir. Mais moi j'avais une question. D'abord, vous allez nous dire, un neurone est connecté à combien d'autres neurones?
je crois que c'est un chiffre qui serait intéressant de noter, mais après ça, comment se fait... J'imagine que si la réponse est 1000, je n'imagine pas qu'un neurone sache qu'il communique au numéro 3, au numéro 899, ou comment ça fonctionne, cette communication, puisqu'ils sont hyper connectés entre eux? C'est un problème d'intégration, simplement. Donc, certaines connexions sont activatrices, d'autres sont inhibitrices, et c'est la résultante, c'est l'intégration donc de toutes ces influences qui font qu'on aura une réponse adaptée à ce qui lui est arrivé en amont. Donc, c'est l'intégration. Ils sont connectés à combien? Vous n'avez pas répondu. Les chiffres, ça dépend des neurones en plus. Donc, voilà, c'est un peu variable en fonction des neurones. Ouais. Si on veut donner un chiffre moyen, on considère qu'un neurone reçoit à peu près 10 000 afférences. Ce qui est connecté à 10 000 de ses congénères. Il y a 10 000 de ses congénères qui viennent lui envoyer une synapse, ce qui est un nombre assez ahurissant. Et la question que vous posez est sans doute la question à laquelle tout le monde, chacun d'entre nous aimerait avoir la réponse, c'est de savoir comment tout ça fonctionne. Parce que là, effectivement, on est confronté au problème de la complexité. C'est quelque chose, un fonctionnement d'un réseau est quelque chose qu'on ne peut difficilement appréhender, en tout cas avec notre intelligence qui a besoin d'être sérielle, alors qu'un réseau, ça fonctionne justement de façon hautement parallèle. L'information est distribuée à l'intérieur de ce réseau et c'est quelque chose qui est assez difficile à appréhender. C'est sans doute notre plus grand challenge. C'est pour ça qu'on utilise en fait des ordinateurs pour simuler les comportements des réseaux, pour essayer de mieux comprendre comment ça fonctionne. On a un informaticien qui interviendra, oui, Jean-Gabriel Ganassière. J'ai une petite remarque. Mais on ne sait pas faire, nous, connecter 10 000 ordinateurs. J'ai une petite remarque, c'est le problème de l'expérimentation animale. Donc je vais donner la parole. Mais lorsqu'on veut utiliser des modèles pour remplacer l'expérimentation animale, je pense que c'est là où on voit la limite. C'est que comment arriver à simuler de manière aussi fine ce fonctionnement, et c'est quand même très difficile. Dans certains bouquins, on parle de système réticulé. Pourquoi ce nom bizarre qui fait assez mode? Ce nom bizarre, c'est féminin. La substance réticulée ou formation réticulée, c'est un ensemble de neurones situés dans le tronc cérébral, les 3 petits étages en dessous du cerveau. Et en fait, cette réticulée, on lui doit son nom parce que les prolongements très nombreux de ces neurones s'entrecroisent et forment une espèce de filet, un réticule, et qui reçoit énormément d'afférences. Et c'est très important, la réticulée. La réticulée, elle va se projeter partout. Elle va se projeter là-haut sur le cortex. C'est elle qui va assurer un éveil cortical. Et donc, lorsqu'on a une lésion de la réticulée, on va se retrouver dans le coma, parce qu'il y a tout d'un coup une baisse de l'activité cérébrale. La réticulée, elle se projette en bas, sur la moelle. Elle influence tous les motoneurones, les neurones de la motricité. Et c'est c'est cette réticulée qui va régler en partie le tonus. C'est-à-dire que quand on bouge un peu la main comme ça, toute ramollie, elle n'est pas complètement ramollie, elle a un certain tonus. Et lorsqu'on a une lésion de la moelle, on se retrouve en hypertonie. Vous avez vu, les gens paralysés sont très raides. Et ça, c'est lié à, justement, un déséquilibre entre les voies habituelles de la motricité et ces voies, disons, qui règlent le tonus. Voilà. Donc, vous voyez, et bien d'autres choses, parce que la réticulée, Jacques l'a dit tout à l'heure, elle règle des automatismes tels que des centres respiratoires, donc les rythmes respiratoires, par exemple. Allez-y, madame, on vous voit. J'aurais aimé avoir quelques repères sur le développement du cerveau au fil des années. À quel moment peut-on dire qu'un cerveau est mature? Est-ce qu'il y a des âges auxquels certaines zones du cerveau se développent davantage qu'à d'autres? Quand est-ce qu'un cerveau est mature? Ça dépend de ce qu'on va appeler mature, bien entendu. Si on considère que mature, c'est lorsque pratiquement toutes les régions du cerveau fonctionnent de façon efficace, on peut considérer que vers la fin de l'adolescence, début de l'adulte jeune, le cerveau est considéré comme mature. Les dernières régions sont myélisées depuis longtemps. Il y a le sprouting, l'élimination synaptique qui s'est faite dans tous les cortex. Tous les cortex sont efficaces à cet âge-là. Maintenant, ça ne veut pas dire, parce que le cerveau est mature, que le cerveau va arrêter de se modifier. Il se modifie en permanence, le cerveau. Et c'est même quelque chose qu'on peut mettre maintenant en évidence avec l'imagerie fonctionnelle, l'imagerie anatomique, puisqu'on peut faire des images du cortex de façon suffisamment fine pour voir des modifications d'épaisseur corticale qui nous signent. Ça ne veut pas dire qu'on augmente le nombre de cellules. Dominique nous l'a bien dit, on ne gagne pas vraiment des cellules. On a quelques endroits où on peut en gagner un petit peu, mais de façon générale, sur le cortex, ça n'est pas vrai. Ce qu'on va changer, en fait, c'est la quantité de synapses. Et quand on a plus de synapses, ça prend plus de place. Donc le cortex a tendance à s'épaissir un tout petit peu. Et ça arrive chez tout le monde, quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge, par exemple, si vous passez un examen, les régions qui sont impliquées dans l'apprentissage que vous avez effectué vont croître, vont avoir un nombre de synapses qui va s'accroître. Alors ça, c'est tout le lit ensuite des études biométriques
qui essayent de mettre en place des techniques qui mesurent les volumes de certaines régions du cerveau. On a, par exemple, dans l'hippocampe, des techniques qui permettent d'extraire l'hippocampe, d'en avoir son volume et de montrer si, par exemple, il existe une atrophie ou éventuellement s'il pourrait y avoir peut-être l'inverse. Bon, l'inverse, c'est en général pas habituel, mais c'est très important dans les diagnostics. Diagnostic de l'épilepsie, qui touche l'hippocampe, diagnostic de la maladie d'Alzheimer, qui touche l'hippocampe aussi, voire dans des cas un petit peu plus complexes, moins évidents, certaines dépressions chroniques, où on se demande si l'hippocampe aussi n'est pas en jeu. Donc voilà, je crois que c'est important de connaître aussi ces aspects volumétriques. J'ai lu quelque part que l'on n'utilise que 10% de la capacité de son cerveau. Comment est-ce qu'on peut affirmer une chose pareille ? Einstein disait 5. Hein. Comme quoi ça s'est un petit peu accru avec l'âge. Non, il y a une part de vérité néanmoins. Et ça, c'est un concept qui a émergé un petit peu récemment. Je vais essayer de vous le faire passer. Il n'est pas évident. En fait, si tout le cerveau se met à fonctionner ensemble, c'est la crise d'épilepsie et une perte de connaissance. Autrement dit, il ne faut pas que tous les neurones soient actifs ensemble. Il faut justement, pour que ça fonctionne efficacement, que certains neurones soient actifs et d'autres ne le soient pas. Autrement dit, qu'il y ait une activité différenciée dans le cortex. Peut-être qu'à chaque instant, vous utilisez, sans doute pas 10%, sans doute un peu plus, de votre système nerveux. Mais d'instant en instant, les neurones qui sont concernés par cette activité vont changer. À un moment donné, vous m'écoutez, à un moment donné, donc vous allez avoir certains neurones qui vont être actifs. Le moment d'après, vous allez vous replier sur vous-même, essayer de vous remémorer un petit peu tout ce qu'on s'est dit et élaborer une question. Ça sera d'autres régions du cortex qui seront actives. Alors, c'est vrai dans le sens où, instant par instant, sans doute que tous les neurones ne sont pas concernés par l'activité. C'est faux, parce que vous utilisez sans doute l'intégralité de votre cortex si on fait la somme sur toute la journée. Oui, je crois que le cerveau est multitâche par essence, heureusement, mais il ne faut pas trop abuser du multitâche. Et effectivement, c'est le problème des jeunes qui apprennent leurs leçons avec la radio à fond, la fenêtre ouverte, le copain qui téléphone, et puis le livre de physique devant les yeux. Bah, tout ça, c'est bien, c'est 80% peut-être de plus d'activité, mais l'efficacité en est extrêmement réduite. Et donc, c'est là où il y a une gestion peut-être à faire, une meilleure gestion. Le but, c'est peut-être pas de mobiliser tous les neurones, parce que mobiliser tous les neurones, c'est vraiment le point important. C'est le problème des synchronies. C'est-à-dire, effectivement, l'activité synchrone de tous les neurones, c'est la définition, effectivement, de la crise d'épilepsie. Mais ce qui est important, c'est les asynchronies, c'est-à-dire quels sont les réseaux qui sont mis en jeu à un moment donné. Voilà. Or, dans l'activité humaine, il y a la mémoire aussi qui est importante. On doit gérer la mémoire. Est-ce qu'on doit mémoriser tel événement ? Est-ce que quand j'ai la chaise qui me fait mal dans le dos, je vais m'en rappeler 3 jours après ? Etc. Et ce sont des milliers d'événements qui nous tombent dessus et qu'on doit gérer en temps réel. Et donc ça, il faut bien le gérer. Et on dit qu'effectivement, pour bien faire, il y a eu quelques études il n'y a pas très longtemps là-dessus, qu'il faut laisser reposer. Le cerveau doit se reposer. Donc il y a 2 types de pauses. Il y a des pauses, effectivement, qui sont... oui, c'est une bonne nouvelle. Des pauses courtes qu'on doit faire, par exemple, de 10 minutes, un petit quart d'heure, hein, au bout d'un temps relativement court. Par exemple, l'étudiant travaille une demi-heure, enfin un certain temps pour assimiler, et il est préférable qu'il fasse une petite pause. Pendant cette petite pause, si c'est une vraie pause, et que le cerveau n'est pas occupé à autre chose, il y aura une consolidation à ce moment-là des données. Consolidation qui n'est pas complète. Mais cette consolidation ensuite va être encore approfondie au cours du sommeil. Donc vous voyez comment tous ces mécanismes vont se mettre en place. Et il y a une hygiène de vie. Et là, c'est aussi au rôle des parents d'essayer d'en prendre conscience et peut-être de pousser les jeunes à se conduire de façon plus optimum s'ils veulent avoir des résultats. Sinon, premièrement, vous parlez de la pause bénéfique. Qu'est-ce qu'il en est de la pause sommeil ? 5-10 minutes, quelques minutes. La deuxième chose, c'est à propos de ce que vous avez dit tout à l'heure, qui m'interpelle et m'alerte beaucoup sur une question. La réponse est une question d'une dame qui se situe au rez-de-chaussée. À partir de quand le cerveau devient mature ? Vous nous avez répondu à la fin de l'adolescence. Alors on peut se poser vraiment une question. Et avant qu'il ne soit mature, je pense bien sûr à nos jeunes à partir de l'âge de 10 ans jusqu'à 15 ans, 14 ans,
pendant la période de l'adolescence. Qu'est-ce qu'il en est, selon vous, du cerveau immature? Quelles conséquences on peut en tirer? Si je puis peut-être alors corriger un petit peu ce que j'ai dit. On m'a demandé quand est-ce que c'était mature définitivement. Enfin, mature, c'est fin de l'adolescence, adulte jeune. C'est là que les derniers cortex se maturent. Par contre, les premiers cortex vont commencer à maturer bien auparavant. Par exemple, le cortex visuel est mature autour de l'âge de 2 ans. Donc, au fur et à mesure du développement, les cortex vont maturer l'un après l'autre. Le dernier à maturer, c'est le cortex préfrontal, dorsolatéral préfrontal, et lui mature autour de l'âge de, on va dire, 18-20 ans. Je crois qu'il ne faut pas confondre maturité cérébrale, qui est l'évolution des neurones eux-mêmes, leur myélinisation, l'agencement, leur fonction, et puis maturité telle qu'on l'entend nous. C'était bien de le préciser. Voilà, je crois que c'est excessivement différent. Ça n'a rien à voir. Et là, on est plus dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du social, etc., et pas dans le domaine de la neurobiologie profonde, me semble-t-il. Moi, j'ai une petite question. Vous avez parlé à un moment de suicide des neurones. Donc j'ai bien compris que donc on fabrique des neurones jusqu'à une période qui est probablement la fin de l'adolescence. Ah non. Non. Là, c'est très très tôt. La mort cellulaire est excessivement précoce au niveau embryologique. D'accord. C'est très précoce. Donc on a notre capital de neurones très très jeune. Très très tôt, oui. Et ensuite, ces neurones ont tendance à mourir. Voilà. Ils s'entretiennent, ils s'auto-entretiennent. Ceux qui sont ils s'auto-entretiennent. Il y en a quand même qui meurent. Vous avez parlé de suicide, là, moi je comprends plus rien. Là, là c'est au tout départ, le stock de neurones est très important, donc dans la période embryologique, et il va se réduire au moment du développement embryologique, jusqu'au stock de neurones nécessaires pour faire un cerveau mature. Hein, mais c'est pas ça, c'est embryologique, c'est pas à l'adolescence ou. Oui, c'est au stade de l'embryon. C'est très tôt. C'est au stade de l'embryon. Très tôt. Mais ce qui serait intéressant, j'espère qu'on va peut-être prendre en compte ma question, c'est la multiplication des connexions des synapses entre les différents dendrones. Pourquoi tel neurone va aller communiquer avec tel autre, et est-ce que cette multiplication est infinie? C'était ma première question. La deuxième concernait la concentration. On a parlé à une certaine époque des fameuses ondes alpha, qui est une chose que j'ai pratiquée parce que je suis peintre, et que quand je peins, plus rien n'existe autour. Avez-vous une réponse? Oui. Les problèmes de concentration, bon, je pense que, tu l'as dit tout à l'heure, on peut entretenir des fonctions qui vont évoluer avec des synapses qui vont se consolider, qui vont se multiplier. Tout ça, c'est la plasticité synaptique. Maintenant, à l'infini, non, je ne pense pas. Il y a des limites. Oui. Il y a effectivement des limites, puisqu'on peut utiliser certaines techniques pour les mettre en évidence. Au-delà d'un certain seuil, s'il y a trop de connexions, à ce moment-là, juste parce que chacune des connexions va se mettre à décharger de façon aléatoire, parce que le cerveau fonctionne un petit peu de façon aléatoire, à ce moment-là, les neurones vont décharger en permanence. Donc on ne peut pas avoir trop de synapses, c'est pas possible. Il faut forcément que le système nerveux soit capable de les réguler. Et il est possible que certaines maladies, comme par exemple les dystonies, soient liées à ce trouble de la régulation les dystonies, les crampes de l'écrivain, un peu toutes les formes de dystonie, soient reliées à ce trouble de la régulation finalement de la plasticité, parce que trop de synapses peut nuire. Souvent, dans les sciences cognitives, on peut entendre parler de la différence entre un cerveau droit et un cerveau gauche, à savoir un cerveau droit plus intuitif, plus affectif, émotionnel et avec une appréhension plus globale des choses, et un cerveau gauche plus rationnel, plus logique. Et donc, une différenciation entre les gens qui fonctionneraient plutôt avec un cerveau droit et un cerveau gauche. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Et on peut élargir la question, est-ce qu'il y a un cerveau féminin et masculin? Et là, c'est pas une question courte. Si, il y a un cerveau masculin, un cerveau féminin, c'est clair, puisqu'il y a quelques différences, notamment biométriques, qu'on peut mettre en évidence donc dans le cerveau. Donc ça, c'est tout à fait évident. Alors, droit et gauche, oui, puisque l'hémisphère majeur pour le langage, je dirais plutôt que le gauche, ce qui revient un peu au même pour la plupart quand même, donc c'est quand même l'analyse par le langage, c'est quand même... donc c'est là toute la différence.
Et c'est là où les transferts interhémisphériques sont très importants, dans la mesure où soit on est dans le domaine de l'espace, soit on est dans le domaine de l'analyse. Lorsqu'on est dans le domaine de l'espace, tel qu'un joueur de tennis, par exemple, souvent on parle de ça, qui doit gérer très très rapidement de sa main gauche, qui doit gérer très rapidement une réponse liée à un stimulus visuel dans l'espace, il faut que le stimulus visuel extrêmement rapide arrive dans son hémisphère droit, bien sûr, puisque ça croise, on en a reparlé tout à l'heure, et que la réponse doit effectivement être rapide. Donc l'idée, c'est d'éviter un transfert interhémisphérique. Donc, lorsque l'hémisphère droit reçoit l'information et décide qu'il faut donc réagir par rapport à un mouvement dans l'espace, le gaucher est privilégié, puisque c'est déjà l'hémisphère où la commande motrice va se faire. Et c'est aussi l'hémisphère de la perception de l'espace, et la prise de décision est transmise immédiatement sans transfert interhémisphérique. Voilà un des exemples. On prend des cerveaux de musiciens. Il y a un musicien qui est l'oreille exacte. Il va avoir des régions, notamment dans le planum temporal, qui, certaines études ont montré, étaient quand même plus développées sur la première circonvolution temporale, là où il y a les aires de l'audition. Et ces aires ont tendance à être plus importantes. Donc il y a des asymétries, il y a des zones qui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une certaine trophicité par la fonction en quelque sorte. Et au contraire, lorsqu'on détruit les afférences, au contraire, les atrophies, ce qu'on voit dans l'hippocampe. Juste une petite remarque, je sais que c'est quelque chose qui fascine beaucoup, ces asymétries. Alors, elles n'existent pas que chez l'homme. Par contre, l'homme a une particularité, c'est qu'elle est systématiquement, ou en tout cas beaucoup plus fréquemment, dans le sens gauche majeur, droit mineur. Mais par contre, cette asymétrie, vous la retrouvez chez tous les animaux. Simplement, par exemple, chez les rats, elle va être dans 50% à droite, 50% à gauche. Vous prenez des articles du Nouvel Observateur, il y a quelque temps, sur l'aire préoptique dans l'hypothalamus. Il y avait tout un débat sur justement le dimorphisme sexuel de ces régions, où on voit que chez le mâle et la femelle, ou chez l'animal, il y a des différences. Et après se posait chez l'homme, que se passe-t-il? Et dans le cas où il y a ambiguïté sexuelle, que se passe-t-il aussi? Est-ce que les techniques biométriques pourraient en plus donner des idées sur les comportements, etc. Enfin, après, ça peut aller plus loin. Alors, il y avait encore une question, c'est ça. Au début de son exposé, M. Hasboun a utilisé les mots de conscient et d'inconscient. Est-ce que le neuroanatomiste a quelque chose à dire de l'inconscient, pas seulement de nos viscères, mais d'autres choses qu'utilisent d'autres spécialistes, tels les psychanalystes, par exemple? Je ne vais pas m'aventurer dans ce débat marécageux, parce que je pense que lorsque moi je parle d'inconscient, je parle tout simplement dans sa définition neurologique qui est qu'une sensation est consciente lorsqu'elle peut passer par le langage. Donc là, elle a atteint le niveau de conscience. Le reste, qui ne passe pas par le langage, vous avez un ensemble, par exemple, de toute votre motricité. Là, je suis en train de bouger mon bras, bon, je suis conscient. Mais lorsque je monte un escalier et la position de ma cheville dans l'espace, je ne sais pas trop où elle en est. Du moins, j'y fais pas attention. Mais mon cervelet reçoit exactement les mêmes informations. Ça, je ne le sais pas. Parce que ça, je ne peux pas le verbaliser. C'est ça, ce que j'appelle inconscient, toutes ces informations qui n'ont rien à voir avec l'aspect plutôt psychanalytique.